Bienvenue, chers auditeurs, dans une nouvelle énigme de Miss Marple. Dites-nous, d'où nous écoutez-vous aujourd'hui? Et quelle heure est-il chez vous? Laissez un petit commentaire. Nous adorons lire vos messages, chers passionnés de mystère. Installez-vous confortablement et commençons notre histoire. Le village de Much Comstock, pour le visiteur de passage, semblait tout droit sorti d'un tableau idyllique de la campagne anglaise. Des chemins bordés de haies bien taillées, des cottages patinés par le temps, avec du lierre grimpant sur les murs de pierre, et une cloche d'église qui sonnait, non pas avec urgence, mais comme pour annoncer poliment le passage des heures. C'est là, au milieu du bruissement doré des feuilles d'automne tombantes, que Miss Jane Marple fit son arrivée, tenant fermement son sac de tapisserie à deux mains, le visage illuminé de son éternel sourire doux et discret. Elle venait séjourner chez sa cousine, Emily Carstairs, une ancienne institutrice qui avait depuis longtemps troqué ses manuels scolaires contre des bégonias et des comités de village. Les deux femmes se retrouvèrent avec chaleur, peut-être pas avec effusion, mais avec cette tendresse née de souvenirs communs et d'une estime réciproque. « J'espère que tu ne vas pas t'ennuyer, Jane, » dit Emily en guidant sa cousine à travers le petit portail et jusqu'au sentier du jardin. C'est la semaine du festival des moissons, alors tout le monde court dans tous les sens et la femme du pasteur s'est un peu emportée avec les compositions florales. « Au contraire, Emily, » répondit Miss Marple avec un sourire. « Le chaos villageois peut être des plus stimulants, si l'on sait l'observer sous le bon angle. » Et ainsi, les deux femmes s'installèrent pour une visite tranquille. Du moins, c'est ce qu'on croyait. Car à Much Comstock, comme dans bien d'autres villages que Miss Marple avait connus, la paix n'était souvent qu'une façade. Autour d'un thé accompagné d'un gâteau au madère cet après-midi-là, Emily se mit à partager les derniers repotins du village, comme à son habitude, avec toutefois une pointe d'inquiétude que Miss Marple ne manqua pas de remarquer. « As-tu entendu parler ?» dit Emily en tendant la main vers le pot à lait. « Du pauvre Mr. Pritchard, le bibliothécaire ?» Miss Marple secoua poliment la tête. « Je ne crois pas l'avoir rencontré. »« C'est normal, » répondit Emily. « Il vit reclus, pour ainsi dire. Très particulier, un peu sinistre, mais il paraît qu'il est brillant avec les livres rares. Sauf que ces derniers temps, il est devenu, disons, étrange. » Miss Marple haussa un sourcil, un geste plus encourageant que surpris. « Il a pris l'habitude de fermer la bibliothèque à des heures bizarres. Il refuse les visiteurs. Lucy Craythorne, son assistante, m'a dit qu'il marmonne dans sa barbe. Il parle de trahison. Et quelqu'un l'a entendu dire au pasteur que les livres ne mentent pas, mais les hommes, si. Un peu théâtral, tu ne trouves, May, tu ne trouves pas? » Murmura Miss Marple en remuant son thé. « Théâtral, peut-être. Mais les gens ne deviennent pas paranoïaques sans raison. Surtout les bibliothécaires. Ils sont généralement portés sur l'ordre. » Emily laissa échapper un petit rire nerveux. « En tout cas, il fait parler de lui. La moitié du village pense qu'il perd la tête. L'autre moitié pense qu'il cache quelque chose. » Le lendemain matin s'annonça brumeux, avec une odeur âcre de fumée, portée par le vent. Miss Marple était en train de boutonner son gilet, lorsqu'Emily fit irruption dans la pièce, pâle et haletante. « Jane, la bibliothèque, elle a brûlé, complètement. » La nouvelle se répandit dans le village comme une pierre, jetée dans une eau calme. En fin de matinée, les restes de la bibliothèque de Much Comstock n'étaient plus qu'un tas de ruines calcinées. Là où s'élevaient autrefois des rayonnages de chêne usés et des ouvrages de référence, il ne restait plus que des poutres noircies et des volutes de fumée
s'élevant des cendres. La cause, selon l'agent Davis, un jeune homme plus zélé qu'expérimenté, était assez simple. Ça doit être la lampe à huile, une mèche défectueuse peut-être. Elle a pris les rideaux et le feu s'est vite propagé. Mais une seconde révélation, bien plus sombre, suivit. Le corps de Mr. Harold Pritchard avait été retrouvé à l'intérieur, près du bureau du bibliothécaire. Un tragique accident, conclut Davis, bien que sa voix manquât de conviction. Miss Marple resta presque silencieuse, mais son regard scrutait les décombres avec une intensité tranquille. Elle savait que les incendies étaient rarement des choses bien rangées. Pourtant, un pompier fit remarquer que c'était étrange. Les tiroirs du catalogue étaient intacts, presque épargnés par les flammes, et pas une seule fiche déplacée. Un détail curieux, pensa Miss Marple, pour un incendie soi-disant déclenché dans la précipitation. Elle leva les yeux vers le ciel, où la fumée flottait encore au-dessus des toits du village, et murmura pour elle-même « Les livres peuvent brûler, mais les secrets laissent toujours des cendres. » À midi, la version officielle avait déjà fait le tour du bureau de poste, de l'épicerie et du presbytère. Harold Pritchard avait péri dans un tragique accident, probablement causé par une lampe à huile renversée et une pièce remplie de papiers inflammables. L'agent Davis, toujours vêtu d'un uniforme un peu trop grand pour lui, rendit son verdict avec l'assurance que donne l'absence de contradiction, jusqu'à l'arrivée de Miss Marple devant les restes fumants. « Quelle perte affreuse !» dit Davis avec sincérité, soulevant son casque pour la saluer. « On pense qu'il travaillait tard. Le pauvre a dû s'assoupir. »« Sans doute, » murmura Miss Marple en baissant les yeux vers les débris couverts de suie. Elle parla peu, mais observa beaucoup. Les traces de brûlure étaient étranges. L'arrière de la bibliothèque s'était entièrement effondré, tandis que le bureau à l'entrée était resté partiellement intact, et surtout, l'armoire à fiches, avec ses charnières en laiton, semblait miraculeusement épargnée. Ses tiroirs bien fermés, son contenu en parfait état. « Curieux, tu ne trouves pas ?» souffla-t-elle à Émilie. « Comme certains incendies peuvent être sélectifs, on dirait qu'ils savent ce qu'il faut épargner. » L'agent Davis lui adressa un sourire poli mais confus. Miss Marple se contenta de hocher la tête, les yeux rivés non pas sur la destruction, mais sur l'ordre méticuleux qui avait subsisté. Les jours suivants virent Much Comstock, inondé de rumeurs et d'une excitation contenue. Une mort, surtout aussi spectaculaire, attisait toujours les regards en coin et les chuchotements que Miss Marple connaissait si bien. C'est lors d'un goûter caritatif au presbytère qu'elle fut présentée à plusieurs des habitants les plus impliqués dans l'affaire. D'abord, il y avait Edgar Green, président du conseil paroissial, un homme à la peau rubiconde et aux opinions tonitruantes. « Un drame, ce qui s'est passé », déclara-t-il en sirotant son thé un peu trop bruyamment. « Mais peut-être aussi une opportunité. C'est peut-être enfin l'occasion de moderniser cette bibliothèque et d'utiliser l'espace autrement. » « Vous ne vous entendiez pas avec M. Pritchard ?» demanda Miss Marple avec douceur. Green renifla bruyamment. Il était insupportable, toujours dans l'opposition. Il refusait qu'on touche quoi que ce soit. Il considérait la bibliothèque comme son musée personnel. Vint ensuite Madame June Talbot, une veuve au tempérament théâtral et romancière, de petite notoriété locale. Elle portait une écharpe violette et arborait en permanence une expression outragée. « Il a banni mes livres », confia-t-elle à Miss Marple dans un quasi-murmure. « Il les trouvait inappropriés. Vous vous rendez compte ?» Enfin, il y avait Lucy Craythorne, l'assistante de M. Pritchard, une jeune femme pâle, réservée,
aux gestes nerveux et aux regards fuyants. Il m'a renvoyé, dit-elle d'une voix tendue, la veille du drame. Il m'a accusé de me mêler de ce qui ne me regardait pas. Mais ce n'était pas vrai. Je voulais seulement l'aider. Miss Marple observa tour à tour chacun d'eux. La suffisance de M. Green, la colère théâtrale de Mrs. Talbot, la culpabilité tremblante de Lucie. Et elle rangea tout cela, comme à son habitude, derrière une expression paisible et un sourire apparemment inoffensif. 3 jours après l'incendie, alors qu'elle se promenait tranquillement près des ruines de la bibliothèque, Miss Marple demanda si elle pouvait jeter un œil discrètement. L'agent Davis, flatté par son intérêt et inconscient de sa sagacité, acquiesça d'un haussement d'épaules. L'odeur de cendres humides flottait encore dans l'air brûlé. La plupart des étagères n'étaient plus que des moignons calcinés. Mais, près de l'entrée, à côté de l'ancien fauteuil en bois du bibliothécaire, se tenait le meuble à fiches, étonnamment intact. Miss Marple effleura doucement le bois poli du bout des doigts et ouvrit un petit tiroir. Les fiches étaient parfaitement rangées. Elle les feuilleta lentement, jusqu'à tomber sur un nom familier, les folios de Comstock, Histoire du comté, en 13 volumes. Elle fronça légèrement les sourcils. Plus tard, dans l'après-midi, elle interrogea Émilie à propos de ces folios. « Oh oui, dit Émilie. Pritchard en était très fier. Des ouvrages rares, tu sais. Il les gardait sous clé. Et pourtant, murmura Miss Marple, je n'ai vu aucune trace d'eux parmi les décombres. » Elle retourna consulter le catalogue. Les folios y figuraient bien, avec une cote précise indiquant leur emplacement. Mais des livres eux-mêmes, aucun signe, ni couverture noircie, ni reliure fondue, comme s'ils avaient disparu avant que l'incendie ne commence. Et Miss Marple, qui savait qu'un catalogue ne mentait jamais, ressentit un frisson familier, un soupçon d'inquiétude, pas encore une théorie, mais la trace ténue de quelque chose de détraqué. Les habitants de Much Comstock n'étaient-ils pas si différents de ceux de St. Mary Mead, attachés à leurs habitudes, rétifs au changement, et remplis de vérités inavouées, pour peu qu'on sache ou regarder. Et Miss Marple, autour d'un thé modeste accompagné de scones et de confitures, regardait précisément là où les autres détournaient les yeux. La réunion au presbytère avait des airs de rituel feutré, des femmes servant le thé, des hommes discutant des affaires paroissiales, et de temps en temps, un murmure de ragots passant comme un plateau de biscuits. Miss Marple, assise près du piano avec son panier à tricot sur les genoux, observait avec un intérêt tranquille. « Ma chère, dit-elle d'un ton léger à Mrs. Penbury, une grande femme aux gants fleuris et aux opinions tranchées. Quelle nouvelle affreuse concernant M. Pritchard et tous ses livres, perdus à jamais. » Mais Penbury soupira. Une tragédie, c'est certain. Mais tout le monde ne le regrettera pas. Il pouvait être un véritable tyran. Il a refusé l'accès de la section de référence à mon petit-fils. Vous vous rendez compte ? Miss Marple hocha la tête avec compassion. Peut-être avait-il ses raisons. Mais certains disent qu'il était devenu assez perturbé ces derniers temps. Oh oui. Miss Penbury se pencha un peu. Il marmonnait dans la file de la poste, accusait la pauvre Lucie de trahison. Et il gardait toujours cette clé autour du cou, vous savez. Il disait ne pas faire confiance au conseil municipal. Miss Marple eut un petit rire léger. Le conseil, mais M. Green me semble être un homme tout à fait raisonnable. Madame Penbury pinça les lèvres. Raisonnable ? Peut-être. Mais il n'a jamais aimé Harold. Il disait que la bibliothèque était gérée comme une forteresse. Miss Marple but une gorgée de thé. Une forteresse, peut-être, mais quelqu'un avait trouvé la porte.
et l'avait incendié de l'intérieur. Les ruines de la bibliothèque de Much Comstock gardèrent une certaine dignité, même dans leur état de délabrement. Les poutres noircies s'élevaient comme des côtes brisées, et les murs effrités s'accrochaient désespérément à ce qui restait du souvenir. Mais Miss Marple ne pleurait pas les livres, pas encore. Elle cherchait ce que le feu ne pouvait pas effacer aussi facilement. L'agent Davis lui avait de nouveau donné son autorisation, même si elle soupçonnait que c'était plus par politesse que par procédure. Toujours aucun signe de malveillance, déclara-t-il avec une assurance juvénile. Juste de la malchance et un peu d'huile, je le crains. Oui, bien sûr, murmura Miss Marple en évitant les planches brûlées. Son regard se posa sur les étagères calcinées, puis s'arrêta sur le mur du fond, là où se trouvait autrefois une lourde armoire métallique. Le coffre-fort, ignifugé, désormais entr'ouvert, bêait comme une bouche édentée. « C'est curieux, » dit-elle à voix basse. « On garde les objets de valeur dans un coffre ignifuge, certainement pas pour le laisser vide. » Davis haussa les épaules. « Peut-être que tout a brûlé à l'intérieur. »« Non, » dit-elle doucement. « Je ne pense pas. L'acier brûle mal, et M. Pritchard était réputé pour sa rigueur documentaire. » Elle s'agenouilla devant le coffre, balayant les cendres du bout des doigts. Aucun signe d'effraction, les charnières intactes, simplement ouverts. Puis, à nouveau, ce meuble affiche, toujours intact, son contenu parfaitement rangé, mais quelque chose la tracassait. Une fiche manquait, non pas arrachée, mais retirée, un espace trop net pour être accidentel, entre folios de Comstock et journaux du comté, 1894. Curieux, dit-elle à voix haute, que le feu ait épargné le catalogue et que quelqu'un ait tout de même ressenti le besoin d'effacer une ligne de l'histoire. Le feu détruit le papier, mais un voleur ou un menteur choisit avec soin ce qu'il retire. Miss Marple retrouva M. Edgar Green à la salle du conseil, occupé à présider une pile de brochures concernant le festival des moissons. Il l'accueillit avec un sourire forcé, poli mais méfiant. « Ma chère Miss Marple, que puis-je pour vous ?»« Oh, rien d'officiel, » répondit-elle d'un ton léger en s'asseyant près de lui. « C'est juste que je me posais des questions sur l'avenir de la bibliothèque. Une telle perte pour la communauté. » Green toussauta sèchement. « Eh bien, aussi tragique que ce soit, il faut aller de l'avant. Le bâtiment tombait en ruine. Pritchard refusait toutes les propositions de rénovation, obstiné jusqu'au bout. Vous étiez donc assez opposé à sa gestion, je suppose. » Green fit un geste vague de la main. « J'ai essayé de moderniser. » Il remplissait les rayons de journaux obscurs, refusait toute implication de la communauté. Il la traitait comme un temple sacré. Miss Marple pencha légèrement la tête. Et pourtant, il a bien accepté ce manuscrit rare de Sir Leonard Ashcombe, n'est-ce pas? Un peu grandiose pour une bibliothèque de village. Green se raidit. Oui, eh bien. Ce don était controversé. Je n'y suis pour rien. En fait, je m'y suis opposé. Trop précieux pour des mains locales. Il hésita. Trop compliqué. Les vieux messieurs et leurs vieux livres finissent toujours par créer des problèmes, Miss Marple. Parfois, je crois que Pritchard aimait davantage les secrets que les lecteurs. Elle lui offrit un sourire doux. Les secrets ont leur place. Mais parfois, quand on les garde trop jalousement, ils s'enflamment. M. Green releva brusquement la tête, mais Miss Marple s'était déjà levée. « J'espère vraiment, » dit-elle avec douceur, « que la nouvelle bibliothèque sera plus ouverte, bien que, bien sûr, certaines connaissances soient non plus difficiles à remplacer que d'autres. » Et sur ces mots, elle le laissa seul avec ses brochures,
sans qu'il ne se rende compte qu'elle venait de soulever un coin de ce qu'il croyait enfoui à jamais. Miss Marple rencontra Mrs. June Talbot un après-midi sur la place du village, où la veuve avait pris sur elle de superviser l'esthétique générale du Festival des Moissons. Entourée de caisses de fanions et de bénévoles récalcitrants, Miss Talbot se détachait du décor tel un chardon au milieu de pâquerettes. « Ma chère Miss Marple », lança-t-elle en agitant sa cigarette avec emphase, « dites-moi, font-ils encore semblant de croire que la mort d'Harold Pritchard était un accident ? » « Je crois que l'affaire est encore en cours d'examen, » répondit Miss Marple d'un ton paisible, bien que les versions semblent diverger. Mrs. Talbot renifla. « Eh bien qu'il considère ceci. Cet homme était un dictateur littéraire. Il a banni toute ma trilogie Thornbridge des rayons, l'a qualifiée de sensiblerie émotionnelle, dépourvue de valeur académique. Quel culot! Vous avez dû être très peiné, dit Miss Marple avec compassion. Peinée? J'étais furieuse. Je lui ai dit, d'ailleurs, dans la file de la poste, je lui ai lancé que s'il ne savait pas distinguer la fiction de la fange, il n'avait rien à faire en charge de la lecture publique. Et cela remonte à quand? 3 semaines. Je m'en souviens parce que c'était juste avant la réunion du conseil, celle où il a claqué la porte après avoir accusé M. Green de tendance philistine. Franchement, il perdait pied. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Mais tout cela ne sont que des mots, après tout. Miss Talbot releva le menton. Bien sûr, je suis écrivaine, Miss Marple. Je manie la provocation, pas l'essence. Et bien que son ton fût léger, Miss Marple perçut la nervosité dissimulée dessous. Les rancunes villageoises, après tout, avaient cette manière bien à elles de couver, jusqu'à ce que quelque chose ou quelqu'un y mette le feu. C'est la postière, Mrs. Ware, qui mentionna que Lucy Craythorne avait pris l'habitude de se promener seule en fin d'après-midi, évitant la foule. Miss Marple, curieuse et douce comme toujours, croisa la jeune femme près de la grille du cimetière, serrant contre elle un petit bouquet de chrysanthèmes fanés. « Mademoiselle Craythorne, dit-elle aimablement, auriez-vous un instant à m'accorder? J'ai été bien désolée d'apprendre votre renvoi. » Lucy parut surprise, mais pas offensée. Je suppose que ça devait arriver. Monsieur Pritchard, il était très tendu ces derniers temps. C'est ce que j'ai cru comprendre, répondit Miss Marple d'un ton doux. Et vous étiez proche des ouvrages, n'est-ce pas? On vous confiait les volumes rares? Lucy hocha la tête. Il était très précautionneux, mais oui. Je l'aidais à cataloguer les folios. On venait tout juste de finir la mise à jour de l'index, quand tout a changé. Changé? Lucy hésita, puis baissa les yeux vers ses mains gantées. Il m'a accusé d'avoir fouillé dans le coffre. Il a dit que j'espionnais. Mais ce n'est pas vrai. Je voulais seulement... Elle s'interrompit. Il m'a fait peur, Miss Marple. Il n'était plus lui-même. Le regard de Miss Marple glissa vers les gants. « Vous avez été blessée dans l'incendie » Lucy rougit. « Non, enfin, juste un peu. J'ai essayé de sauver les registres paroissiaux, mais la fumée... » Miss Marple posa doucement une main sur son bras. « Les livres peuvent brûler, ma chère. Mais la vérité, elle, survit souvent. » Lucy détourna le regard, les fleurs tremblant légèrement entre ses doigts. Il y avait quelque chose dans son silence. Pas de la culpabilité, pensa Miss Marple, mais de la peur, et peut-être profondément enfouie. Un savoir trop dangereux pour être formulé à voix haute. Miss Marple croyait que pour chaque adulte qui oubliait ce qu'il avait vu, il existait un enfant qui se souvenait très précisément de ce qu'il n'aurait jamais dû remarquer. Ce fut à l'épicerie du village qu'elle rencontra le jeune Tom Fletcher, 14 ans, débordant d'énergie nerveuse et les doigts
tachée d'encre. Elle entama la conversation entre 2 bonbons à l'orge et quelques commérages locaux. « Tu étais dehors la nuit de l'incendie, n'est-ce pas, Tom ?» Tom se tortilla, mal à l'aise. Maman dit de ne pas en parler. Elle a bien raison. Mais je parie que tu promenais Rusty. Tom jeta un regard autour de lui, puis acquiesça. Il était tard. Rusty avait mal au ventre. « Et tu n'as rien vu de bizarre ?» Il hésita, puis lâcha d'un trait. Quelqu'un est sorti par la porte latérale de la bibliothèque, juste avant que les flammes commencent. Tu as pu voir qui c'était? Non, il faisait trop sombre, mais ils allaient vite, pas comme le vieux monsieur Pritchard, et ils portaient un chapeau, avec des plumes, grand et mou. Un chapeau avec des plumes, répéta Miss Marple. Comme c'est curieux. Oui, bleu et vert, comme un pont. L'esprit de Miss Marple visualisa aussitôt la garde-robe flamboyante de Mrs. Talbot, mais les mots suivants de Tom la firent hésiter. Elle allait trop lentement, elle. Cette personne-là courait comme un lapin. Elle le remercia gentiment, l'esprit déjà en mouvement. Des plumes de paon, un indice flamboyant, trop théâtral pour un criminel, ou peut-être juste assez. Ce soir-là, Miss Marple était assise près du feu dans le salon d'Emily. Ses aiguilles à tricoter cliquetaient doucement, bien que ses pensées soient bien loin de l'écharpe qu'elle était censée terminer. L'incendie avait consumé bien plus que du papier. Il avait noirci des réputations, étouffé des secrets, et instillé la peur dans chacune des conversations qu'elle avait eues cette semaine-là. Et pourtant, malgré sa violence, il avait laissé derrière lui quelque chose qu'aucune flamme ne pouvait dissimuler. Des absences de logique, de souvenirs, de comportement, les mains tremblantes de Lucy, le charme fuyant de M. Green, la vanité blessée de Miss Talbot, et quelque part, dans tout cela, un livre disparu, ni brûlé, ni abîmé, simplement introuvable. Les yeux de Miss Marple se posèrent sur l'âtre, où le feu crépitait paisiblement. Le feu pouvait tout détruire, mais il pouvait aussi dissimuler. Elle posa son tricot et croisa les mains sur ses genoux. Les gens pensent que la vérité se trouve dans ce qui est perdu, dit-elle à voix basse. Mais bien souvent, elle se cache dans ce qui a été soigneusement préservé, par accident ou par intention. Elle en avait vu assez. Pas de quoi désigner le coupable, mais suffisamment pour savoir que la véritable histoire était enfouie sous la fumée, et qu'elle ne resterait pas cachée bien longtemps. À Much Comstock, les rumeurs, toujours promptes à chercher une cible, commencèrent à se concentrer sur Mrs. June Talbot. Un garçon avait vu quelqu'un sortir de la bibliothèque à l'heure de l'incendie. Quelqu'un portant un grand chapeau, orné de plumes de paon éclatantes. Et dans tout le village, un seul chapeau correspondait à cette description. Mrs. Talbot le portait souvent, fièrement, surtout lorsqu'elle se sentait offensée, ce qu'elle ressentait avec ardeur depuis que ses romans avaient été bannis par feu Monsieur Pritchard. Miss Marple entendit la rumeur chez l'épicier, lorsque Mrs. Ware la souffla d'un ton assez fort pour que les rayonnages eux-mêmes en prennent note. Tom Fletcher jure que c'était elle. Il dit qu'il a vu les plumes bouger dans l'obscurité, comme un faisan en plein vol. Mais Talbot, confronté plus tard, avec douceur par Miss Marple, ne fit preuve d'aucun repentir. Oui, je possède un tel chapeau. Et non, je ne le portais pas ce soir-là. J'étais chez moi à corriger le chapitre 12 de Meurtre parmi les lilas. Ma gouvernante pourra le confirmer. Miss Marple hocha la tête. Bien sûr, mais vous admettrez que la description n'est pas à votre avantage. Madame Talbot lâcha un rire sans joie. Oh, Jane,
Je suis peut-être beaucoup de choses, une veuve, une romantique, une cuisinière désastreuse, mais je ne suis pas une meurtrière. J'ai peut-être souhaité que Harold Pritchard soit humilié. Mais carbonisé, c'est un peu excessif, même pour moi. Miss Marple ne la contredit pas, mais elle savait comment l'esprit d'un village fonctionnait. Il ne lui fallait qu'une plume pour bâtir une potence. L'accusation aurait peut-être pris racine si Miss Marple n'avait pas eu un souvenir discret, venu tandis qu'elle reprenait une vieille paire de gants à recoudre en sirotant une tisane trop légère dans le salon d'Émilie. Ce n'était pas, comme le croient souvent les détectives de Romaine, un éclair de génie, mais le retour doux et certain de quelque chose à peine remarqué. Mrs. Talbot, malgré tout son théâtre, boitait. Une claudication légère, mais bien réelle, qu'elle attribuait, comme elle l'avait déjà raconté avec panache, à une plaque de verglas particulièrement vicieuse devant l'Institut féminin. Miss Marple se rappela l'avoir vue monter les marches de la salle paroissiale lors de la dernière fête de jardin. Elle les avait gravies lentement, s'appuyant lourdement sur une canne à pommeau d'argent. Ce n'était pas une femme qui pouvait courir, certainement pas disparaître d'un bâtiment en quelques secondes. Elle retourna voir le jeune Tom Fletcher, sous prétexte de le remercier pour une lettre qu'il avait aidé à remettre au presbytère. « Tom, dit-elle négligemment, cette personne que tu as vue, elle bougeait vite. Très vite, acquiesça-t-il, comme si elle avait peur ou qu'elle était en retard. Au début, j'ai cru que c'était un gars. Et puis j'ai vu le chapeau. » Miss Marple sourit. « Oui, les plumes, mais pas de canne ?» Il fronça les sourcils. « Non, sûrement pas de canne. » Elle le remercia et partit, l'esprit en ébullition, non pas avec une certitude, mais avec une absence capitale. Les plumes peuvent s'emprunter, les alibis se fabriquer, mais une boiterie, ça ne se dissimule pas si facilement. Le lendemain matin, le vent soufflait doucement, accompagné d'une fine bruine, et avec lui vint une découverte étrange, faite par la jeune Daisy Trent, la nièce du pasteur, qui ramassait des glands sous la haie d'if derrière l'église. Elle apporta sa trouvaille à son oncle pendant le thé du matin. Un fragment de parchemin brûlé, couvert d'une écriture sombre et ondulé dans une langue qu'elle ne reconnaissait pas. Le pasteur, homme érudit, l'apporta chez Émilie pour inspection, où Miss Marple, par hasard, terminait sa deuxième tasse. « Latin », prononça le pasteur, « médiéval à première vue. Assez ancien, probablement tiré d'un texte monastique. » Miss Marple prit délicatement la feuille. Les bords étaient noircis, mais le centre restait étonnamment intact. L'encre n'avait pas complètement décoloré, et les lignes étaient écrites d'une main soignée. Elle portait la marque de l'âge, oui, mais aussi de la préservation, comme si elle avait été soigneusement conservée jusqu'à très récemment. « Où exactement Daisy l'a-t-elle trouvée ?» demanda-t-elle. « Près de la haie de l'église, vers l'entrée arrière, pas loin des poubelles du presbytère. » Miss Marple baissa les yeux sur le parchemin, puis regarda par la fenêtre vers les ruines calcinées de la bibliothèque, à moins de 50 mètres de là. Une page de savant. Un incendie qui détruit tout, sauf ce qui avait été retiré en premier. « Pensez-vous, » demanda-t-elle doucement, « que M. Pritchard ait possédé quelque chose de plus ésotérique dans sa collection privée ?» Le pasteur fronça les sourcils. Il était secrété, oui, et obsédé par la provenance, mais je n'ai jamais suspecté quoi que ce soit d'irrégulier. Miss Marple ne dit rien, mais rangea soigneusement la page dans son sac. Ésotérique ou non, cela parlait de rareté, et peut-être de motif, car ce qui brûle peut être remplacé, mais ce qui a été volé, cela, c'est une autre histoire.
C'est lors d'une vente de livres organisée dans la salle paroissiale que Miss Marple entendit pour la première fois le nom de Sir Leonard Ashcombe. Vieille fortune, vieux manuscrit et un égo encore plus vieux, dit sèchement le révérend Mackie, tout en remettant à Miss Marple un exemplaire de « Une courte histoire des recteurs de Wiltshire ». Il a fait un grand foin à propos d'un don pour la bibliothèque, mais Pritchard n'en a rien voulu. Miss Marple leva les yeux. « Vraiment? » ?»« Oh, oui. Léonard voulait un accès spécial, des clés, rien de moins. Pritchard a refusé. Il disait que la bibliothèque était pour les villageois, pas pour faire figure de musée. » Plus tard, dans l'après-midi, Miss Marple fit une discrète enquête auprès de M. Pettigrew au registre du village, qui confirma la correspondance de Sir Léonard avec le défunt bibliothécaire. Pritchard a renvoyé le chèque sans l'encaisser, dit Pettigrew avec une certaine admiration. Il disait qu'il ne voulait pas que ses livres soient associés à des obligations. Je crois que la lettre disait qu'aucun argent ne ternisse la sainteté de la préservation. Plutôt, hautain. Miss Marple hocha la tête. « Et le livre que Sir Léonard a proposé, a-t-il été accepté? » ?»« Non. Il a été retourné sans avoir été ouvert. Sir Léonard était furieux. » Elle but son thé pensivement. Un homme qui valorisait le prestige, dont les dons étaient accompagnés d'attentes, et un autre homme, farouchement privé, qui gardait sa bibliothèque comme un dragon ses trésors. Que pouvait bien vouloir Sir Léonard, avec autant d'insistance, si ce refus résonnait encore des semaines après? Et plus pressant, avait-il tenté de récupérer quelque chose qu'il avait autrefois offert, ou quelque chose qu'il avait secrètement placé? M. Edgar Green n'était pas un homme facilement pris au dépourvu, mais lorsque Miss Marple se présenta au bureau du conseil, avec une assiette de shortbreads fait maison et une ou deux questions innocentes, même lui sembla cligner des yeux. « Je me demandais, » dit-elle négligemment, en posant la boîte sur son bureau, encombré, « si vous vous souvenez de quelque chose d'inhabituel lors des dernières semaines de M. Pritchard. J'ai entendu dire qu'il avait lancé une accusation assez pointue. » Green tendit une main vers un biscuit. Oh, Harold était toujours en train d'accuser quelqu'un de quelque chose. Il pensait que tout le monde essayait de voler ses précieux livres. Mais il n'a pas utilisé une phrase très particulière, quelque chose à propos de trahison. Green se figea, le biscuit à moitié porté à sa bouche. « Eh bien, oui, je suppose qu'il l'a fait. Il a dit que quelqu'un avait commis une trahison contre la littérature. Je pensais qu'il faisait de la théâtralité. C'était toujours son style. A-t-il dit qui il visait? Non. Il a râlé lors de la dernière réunion du conseil, a dit qu'il y avait une trahison, que quelqu'un avait souillé l'intégrité de la bibliothèque. Naturellement, nous avons supposé qu'il était contrarié à propos de la nouvelle initiative pour les rayonnages. Il ne voulait pas que les encyclopédies soient déplacées. Miss Marple esquissa un petit sourire. Et pourtant, il semblait garder quelque chose de plus précieux que des encyclopédies. Green épousseta des miettes sur ses genoux. « Miss Marple, quand un homme aussi obsessionnel que Harold Pritchard parle de trahison, il vaut mieux ne pas poser trop de questions. » Elle acquiesça, mais ses pensées restèrent suspendues. Green bluffait, pas trop de questions, mais juste assez pour empêcher le soupçon de tomber dans la bonne direction. C'est dans le cimetière, alors que le crépuscule s'étendait et que les dernières cloches sonnaient pour le vêpres, que Miss Marple retrouva Lucy Craythorne, assise sur le petit mur de pierre, une couronne de pâquerettes serrée entre ses doigts. Miss Marple s'assit à ses côtés sans un mot, laissant le silence s'installer. Après une longue pause, Lucy parla. « Je suppose que vous savez, » murmura-t-elle, « que je n'ai pas essayé de sauver les livres.
Miss Marple la regarda avec douceur. « Personne ne croit vraiment que vous l'ayez fait, ma chère. Mais je pense que vous avez essayé de sauver autre chose, peut-être la vérité. » Lucy mordilla sa lèvre. « Je ne voulais pas mentir, mais j'avais peur. Monsieur Pritchard a trouvé quelque chose, un manuscrit de la collection spéciale. Au début, il était ravi. Il a dit que ça pourrait attirer l'attention, voire des financements. Mais après, il a regardé de plus près. Et il a réalisé que ce n'était pas authentique. » Lucy hocha la tête. Il était furieux. Il a dit que quelqu'un avait planté une contrefaçon, un insulte délibéré à l'histoire de ce village. Il l'a enfermé dans le coffre-fort et m'a dit de n'en parler à personne. Mais il comptait le révéler lors du festival des moissons, désigner des noms, ruiner quelqu'un. Miss Marple incline la tête. Et a-t-il dit qui? Non. Mais il regardait les papiers du conseil, quand il pensait que je ne regardais pas. C'est là qu'il a commencé. La voix de Lucy trembla. Je pense qu'il savait qui avait forgé le manuscrit. Et je pense qu'il avait peur. Lucy avait peur aussi. Pas des fantômes, ni des livres, ni de la culpabilité, mais des gens. Des gens avec des motifs bien plus profonds que ce que les pages poussiéreuses pouvaient révéler. Plus tard ce soir-là, Miss Marple était assise dans le salon d'Emily, le tic-tac de l'horloge du grand-père, suivant le rythme régulier de ses pensées. Un manuscrit forgé, un collectionneur rejeté, des plumes dans l'obscurité et un bibliothécaire obsédé par la vérité. Ces éléments n'étaient pas des fils séparés, mais des parties d'une seule tapisserie. Elle réfléchit à chacun des protagonistes. Monsieur Green, passionné par l'héritage du village, avec des ambitions pour le conseil, et une main dans tout ce qui nécessitait un financement. Miss Talbot, théâtrale mais finalement inoffensive, trop plongée dans la fiction pour chercher une vengeance réelle. Sir Léonard Ashcombe, un homme habitué à être obéi, refusé par un gardien obstiné. Et Lucy, pauvre Lucy, prise entre deux, avec des mains brûlées et des yeux effrayés. Le tricot de Miss Marple resta intact sur ses genoux. Le feu, elle en était maintenant sûre, n'avait pas été allumé pour détruire, il avait été allumé pour effacer. Mais seulement certaines choses. Le manuscrit n'était plus dans le coffre, les folios étaient partis. Et pourtant, le tiroir du catalogue était resté intact, parfaitement en place. C'était trop soigneusement fait, trop exact. Quelqu'un, murmura-t-elle, a mis le feu à la vérité, mais a oublié que les mensonges laissent une odeur bien à eux. Et sur ces mots, elle sut ce qu'il fallait faire ensuite. Le domaine de Sir Léonard Ashcombe, Renlake Hall, se dressait en défi face au temps, ses tours couvertes de lierre et ses allées gravillonnées étant un monument fané de l'aristocratie plus silencieuse de l'Angleterre. Miss Marple arriva sous le prétexte de rendre un exemplaire emprunté de Levirs des bibliophiles antiquaires, un volume que Sir Léonard avait autrefois donné à la St. Mary Mead Lending Society et qu'il était toujours ravi de discuter. Sir Léonard l'accueillit avec la courtoisie d'un érudit et la prudence d'un collectionneur. Dans son monde, les gens étaient jugés moins par leur conversation que par la manière dont ils tenaient un livre. « Ah, Miss Marple, » dit-il en la guidant dans la bibliothèque, une pièce plus musée que bureau d'études. « Un plaisir? Vous poursuivez toujours cette curieuse petite enquête sur l'incendie du village ?» Miss Marple sourit doucement. « Oh, je laisse les enquêtes aux professionnels. Je me contente d'observer. » Il rit à d'eau. « Et que vous disent vos observations à propos du pauvre Pritchard? Qu'il était un homme de conviction et d'ennemi. » L'expression de Sir Léonard se durcit. C'était un imbécile. Il n'a pas voulu accepter un don précieux à cause de son idéal absurde de pureté littéraire.
Il a insulté mes références. Pourtant, vous avez correspondu avec lui de manière extensive. Un effort vain. Il a renvoyé mon offre sans l'ouvrir, puis m'a écrit pour suggérer que j'avais, il agita la main, planté une contrefaçon pour renforcer ma réputation. L'avez-vous fait? Demanda Miss Marple avec calme. Bien sûr que non. Mais il le dit un peu trop vite. Miss Marple observe les étagères soigneusement ordonnées, les dos brillants des anciens ouvrages. Je me demande, dit-elle doucement, comment un homme si fier de l'authenticité réagirait s'il était exposé publiquement. Les yeux de Sir Leonard se plissèrent. Je suppose, pas très bien. Le notaire du village, M. Rawlins, était un homme dont la fierté résidait non dans la loi, mais dans la confidentialité qu'elle lui permettait. Pourtant, Miss Marple, avec sa persévérance douce et son profond respect pour la bienséance, savait poser des questions sans donner l'impression de fouiner. « On m'a dit, dit-elle, lorsqu'ils se rencontrèrent devant le bureau de poste, que vous aviez géré certains des affaires de M. Pritchard. Je me demande, uniquement par souci pour Lucy Craythorne, si vous êtes au courant de correspondances inhabituelles dans les semaines précédant l'incendie. » Rawlins hésita. Harold n'était pas du genre à impliquer les autres. Mais oui, il m'a demandé de témoigner pour une lettre. Il n'a pas dit grand-chose, mais j'ai jeté un œil à l'entête. Elle était adressée à Sir Leonard Ashcombe. Et envoyée? Non. Scellée, mais jamais postée. Il a changé d'avis, apparemment. Il a dit que ça ferait plus de mal que de bien. Plus tard dans l'après-midi, avec la permission discrète de Rawlins et le soutien tranquille d'Emily, Miss Marple lut la lettre. Elle était précise, accablante et émotionnellement contrôlée. Pritchard accusait Sir Leonard d'avoir consciemment placé un manuscrit forgé dans la collection de la bibliothèque, un traité théologique latin censé être perdu. Il l'accusait d'arrogance, de manipulation et, surtout, de tromperie. Il voulait de l'attention, disait la lettre, pas de la vérité, du prestige au lieu de la provenance. Mais cette bibliothèque ne sera pas souillée pour la vanité d'un homme. Elle se terminait par une promesse. Pritchard allait exposer la contrefaçon lors de la conférence du Festival des Moissons. Miss Marple plia la lettre lentement. La contrefaçon n'avait pas seulement été découverte, elle avait été tracée, et quelqu'un, quelque part, avait découvert la vérité. C'est à l'église, pendant le calme entre les services de l'après-midi, que Miss Marple retrouva Lucy Craythorne, assise seule sur le 3e banc. Ses mains gantées tremblaient autour d'un mouchoir plié, et son regard était fixé sur l'autel avec une sorte d'immobilité vide. Miss Marple s'assit à ses côtés, sans dire un mot au début. Après un long silence, Lucy murmura « Vous savez, il allait lire la lettre à haute voix, vous savez, mot pour mot. » Miss Marple tourna doucement la tête. La lettre à Sir Leonard. Lucy hocha la tête. Il m'a fait la taper. 2 fois. La première copie, il l'a déchirée. La seconde, il l'a enfermée dans le coffre-fort. Il a dit qu'il était temps que le village sache qui détenait vraiment le pouvoir sur le savoir. Et vous avez accepté. J'avais peur. Il a dit que ça changerait tout, que personne ne regarderait plus la bibliothèque de la même manière. La voix de Lucy trembla. Je pense qu'il savait qui avait forgé le manuscrit. Et je pense qu'il avait peur. Lucy avait peur aussi. Pas des fantômes, ni des livres, ni de la culpabilité, mais des gens. Des gens avec des motifs bien plus profonds que ce que les pages poussiéreuses pouvaient révéler. Plus tard ce soir-là, Miss Marple était assise dans le salon d'Emily,
le tic-tac de l'horloge du grand-père suivant le rythme régulier de ses pensées. Un manuscrit forgé, un collectionneur rejeté, des plumes dans l'obscurité, et un bibliothécaire obsédé par la vérité. Ces éléments n'étaient pas des fils séparés, mais des parties d'une seule tapisserie. Elle réfléchit à chacun des protagonistes. Monsieur Green, passionné par l'héritage du village, avec des ambitions pour le conseil, et une main dans tout ce qui nécessitait un financement. Mrs. Talbot, théâtrale mais finalement inoffensive, trop plongée dans la fiction pour chercher une vengeance réelle. Sir Léonard Ashcombe, un homme habitué à être obéi, refusé par un gardien obstiné, et Lucy, pauvre Lucy, prise entre deux, avec des mains brûlées et des yeux effrayés. Le tricot de Miss Marple resta intact sur ses genoux. Le feu, elle en était maintenant sûre, n'avait pas été allumé pour détruire. Il avait été allumé pour effacer, mais seulement certaines choses. Le manuscrit n'était plus dans le coffre, les folios étaient partis. Et pourtant, le tiroir du catalogue était resté intact, parfaitement en place. C'était trop soigneusement fait, trop exact. Quelqu'un, murmura-t-elle, a mis le feu à la vérité, mais a oublié que les mensonges laissent une odeur bien à eux. Et sur ces mots, elle sut ce qu'il fallait faire ensuite. Le domaine de Sir Léonard Ashcombe, Renley Hall, se dressait en défi face au temps, ses tours couvertes de lierre et ses allées gravillonnées étant un monument fané de l'aristocratie plus silencieuse de l'Angleterre. Miss Marple arriva sous le prétexte de rendre un exemplaire emprunté de Lévis des bibliophiles antiquaires. Un volume que Sir Léonard avait autrefois donné à la St. Mary Mead Lending Society et qu'il était toujours ravi de discuter. Sir Léonard l'accueillit avec la courtoisie d'un érudit et la prudence d'un collectionneur. Dans son monde, les gens étaient jugés moins par leur conversation que par la manière dont ils tenaient un livre. « Ah, Miss Marple », dit-il en la guidant dans la bibliothèque, une pièce plus musée que bureau d'études. « Un plaisir. Vous poursuivez toujours cette curieuse petite enquête sur l'incendie du village ?» Miss Marple sourit doucement. « Oh, je laisse les enquêtes aux professionnels. Je me contente d'observer. » Il rit Tardo. « Et que vous disent vos observations à propos du pauvre Pritchard ? Qu'il était un homme de conviction et d'ennemi. » L'expression de Sir Léonard se durcit. C'était un imbécile. Il n'a pas voulu accepter un don précieux à cause de son idéal absurde de pureté littéraire. Il a insulté mes références. Pourtant, vous avez correspondu avec lui de manière extensive. Un effort vain. Il a renvoyé mon offre sans l'ouvrir, puis m'a écrit pour suggérer que j'avais... Il agita la main. Planté une contrefaçon pour renforcer ma réputation. « L'avez-vous fait ?» demanda Miss Marple avec calme. « Bien sûr que non. » Mais il le dit un peu trop vite. Miss Marple observe les étagères soigneusement ordonnées, les dos brillants des anciens ouvrages. « Je me demande, dit-elle doucement, comment un homme si fier de l'authenticité réagirait s'il était exposé publiquement. » Les yeux de Sir Léonard se plissèrent. « Je suppose, pas très bien. » Le notaire du village, M. Rawlins, était un homme dont la fierté résidait, non dans la loi, mais dans la confidentialité qu'elle lui permettait. Pourtant, Miss Marple, avec sa persévérance douce et son profond respect pour la bienséance, savait poser des questions sans donner l'impression de fouiner. « On m'a dit, dit-elle, lorsqu'ils se rencontrèrent devant le bureau de poste, que vous aviez géré certaines des affaires de M. Pritchard. Je me demande, uniquement par souci pour Lucy Craythorne, si vous êtes au courant de correspondances inhabituelles dans les semaines précédant l'incendie. » Rawlins hésita. Harold n'était pas du genre à impliquer les autres. « Mais oui, il m'a demandé de témoigner pour une lettre. Il n'a pas dit grand-chose,
Mais j'ai jeté un œil à l'entête. Elle était adressée à Sir Leonard Ashcombe. Et envoyée? Non. Scellée, mais jamais postée. Il a changé d'avis, apparemment. Il a dit que ça ferait plus de mal que de bien. Plus tard dans l'après-midi, avec la permission discrète de Rawlins et le soutien tranquille d'Emily, Miss Marple lut la lettre. Elle était précise, accablante et émotionnellement contrôlée. Pritchard accusait Sir Leonard d'avoir consciemment placé un manuscrit forgé dans la collection de la bibliothèque, un traité théologique latin censé être perdu. Il l'accusait d'arrogance, de manipulation et, surtout, de tromperie. Il voulait de l'attention, disait la lettre, pas de la vérité, du prestige au lieu de la provenance. Mais cette bibliothèque ne sera pas souillée pour la vanité d'un homme. Elle se terminait par une promesse. Pritchard allait exposer la contrefaçon lors de la conférence du Festival des Moissons. Miss Marple plia la lettre lentement. La contrefaçon n'avait pas seulement été découverte, elle avait été tracée, et quelqu'un, quelque part, avait découvert la vérité. C'est à l'église, pendant le calme entre les services de l'après-midi, que Miss Marple retrouva Lucy Craythorne, assise seule sur le 3e banc. Ses mains gantées tremblaient autour d'un mouchoir plié, et son regard était fixé sur l'autel avec une sorte d'immobilité vide. Miss Marple s'assit à ses côtés, sans dire un mot au début. Après un long silence, Lucy murmura « Vous savez, il allait lire la lettre à haute voix, vous savez, mot pour mot. » Miss Marple tourna doucement la tête. « La lettre à Sir Leonard ?» Lucy hocha la tête. « Il m'a fait la taper. 2 fois. La première copie, il l'a déchirée. La seconde, il l'a enfermée dans le coffre-fort. Il a dit qu'il était temps que le village sache qui détenait vraiment le pouvoir sur le savoir. Et vous avez accepté. J'avais peur. Il a dit que ça changerait tout, que personne ne regarderait plus la bibliothèque de la même manière. » Miss Marple adoucit sa voix. Mais quelqu'un a découvert la vérité. Quelqu'un qui avait quelque chose à perdre. Les yeux de Lucy se remplirent de larmes. Je pense qu'il a dit à Monsieur Green. Pas directement, mais assez. Après ça, Harold est devenu paranoïaque. Il m'a accusé de déloyauté, puis il m'a renvoyé. Il a dit que ce n'était plus sûr. Et le coffre? Il était vide quand je suis revenu, après l'incendie. Elle serra le mouchoir plus fort. Je savais que je n'étais pas censé m'en approcher, mais il fallait que je voie, et il n'y avait rien. Miss Marple posa doucement une main sur celle de Lucy. « Le coffre a été vidé avant l'incendie, » dit-elle doucement. « Quelqu'un n'a pas mis le feu à la bibliothèque pour détruire la vérité. Ils l'ont allumé pour l'enterrer. » Alors que la cloche de l'église sonnait doucement au loin, Lucy rassembla le courage de dire ce qui la hantait. Ce n'était pas Harold qui a trouvé la contrefaçon en premier, chuchota-t-elle. C'était moi. Miss Marple la regarda, pas surprise, mais infiniment patiente. C'était le manuscrit latin, celui d'Ashcombe. Je l'étais en train de le cataloguer. Au début, je pensais qu'il était authentique. La reliure était magnifique, le formatage correct. Mais quelque chose me paraissait étrange. L'encre n'était pas tout à fait comme il faut. Le parchemin trop uniforme. Je l'ai comparé à un volume de référence et j'ai réalisé, c'était une réplique. Lucy ferma les yeux, comme si elle revivait le moment. Je l'ai montré à Monsieur Pritchard. Je pensais qu'il serait reconnaissant, mais il est devenu blême de rage. Il a dit que je m'étais mêlé de choses qui ne me regardaient pas. Il m'a accusé d'incompétence. Il m'a dit que j'avais fait honte à la bibliothèque. Puis il m'a renvoyé le jour suivant.
A-t-il donné une raison? Il a dit que j'avais trahi sa confiance, mais je pense qu'il avait honte, pas seulement à cause de la contrefaçon, mais parce qu'il n'avait pas vu ça avant moi. La voix de Miss Marple était douce. Alors, il a enterré la honte jusqu'à ce qu'il puisse reprendre le contrôle, en la révélant selon ses propres termes. Lucy hocha la tête. Il m'a dit que ce serait un moment de vérité, qu'il ramènerait l'honneur à la bibliothèque, mais au lieu de ça, il est mort. Miss Marple croisa les mains. Pas à cause de la vérité, ma chère, mais à cause de quelqu'un qui craignait ce que la vérité lui coûterait. Les mots de Lucy résonnant encore dans son esprit. Miss Marple retourna dans le salon d'Emily et déplia soigneusement le programme du Festival des Moissons qu'elle avait pris dans le tiroir de la table basse. Pritchard était censé faire le discours de clôture. L'importance de la provenance dans les archives rurales, un titre qui, à présent, avait un tranchant particulier. Émilie la rejoignit, portant un plateau de thé. « Vous avez l'air pensive, dit-elle. Je réfléchis simplement à la manière dont la vérité doit être présentée, avec du tonnerre ou avec calme. » Émilie fronça les sourcils. Harold n'a jamais été du genre calme. Non, acquiesça Miss Marple, et il avait été humilié, tant professionnellement que personnellement. Je pense qu'il croyait que ce discours lui permettrait de redresser la barre. Elle tourna la page. Il y avait une annotation manuscrite dans la marge, serrée, inclinée, et indiscutablement de la main de Pritchard. Le manuscrit forgé révélait les origines, reconnaître publiquement la violation, tenir le conseil responsable. Émilie cligna des yeux. Bon Dieu! Miss Marple se recula. Il ne se contentait pas de dévoiler la contrefaçon. Il voulait humilier celui qui l'avait placé. Et d'après l'ordre des mots, je crois qu'il entendait insinuer que le conseil lui-même avait été complice, ou du moins négligent. Cela aurait provoqué un scandale, murmura Émilie. Oui, dit Miss Marple d'une voix douce, et un scandale qu'on ne pouvait ignorer. Le discours aurait anéanti des années de pouvoir discret, secoué des réputations et exigé un examen minutieux là où il n'y en avait jamais eu auparavant. Mais il n'a jamais eu lieu, parce que quelqu'un avait vu que la révélation n'était pas seulement embarrassante, elle était dangereuse. Ce fut un matin tranquille, lorsque Miss Marple demanda l'accès aux documents de subvention du conseil paroissial, sous le prétexte d'examiner les anciennes allocations de financement pour les améliorations de la bibliothèque. Monsieur Green, toujours serviable, envoya la jeune Molly Withers chercher les dossiers. Elle les apporta dans un dossier épais, attaché avec de la ficelle. « J'espère que cela vous sera utile, » dit Molly gaiement. « Oh, je suis sûre que ça le sera, » répondit Miss Marple, souriant doucement. Plus tard dans l'après-midi, seule dans le bureau d'Émilie, Miss Marple posa les documents du conseil à côté d'une photo qu'elle avait faite du manuscrit latin, récupéré à partir des notes de Lucy, qu'elle avait, dans un moment de prévoyance, copié avant que l'original ne disparaisse. Le manuscrit forgé était écrit en latin, d'une élégance, mais d'un soin délibéré, trop parfait, trop propre. Mais ce n'était pas le latin qui l'intéressait, c'était la main. Sur les demandes du conseil, Green avait écrit plusieurs annotations marginales, des chiffres, des tampons d'approbation, des remarques brèves dans une écriture cursive fluide, légèrement inclinée vers la droite, une particularité curieuse dans les grandes lettres G, une boucle subtile sur chaque il. Elle les compara côte à côte. Le même F majuscule, le même C angulaire. Et surtout, une habitude de placer le point sur le I, légèrement à droite de la tige. Une correspondance indiscutable. Miss Marple croisa les mains. Green avait copié le manuscrit,
pas un voleur, pas un saboteur, un faussaire, probablement en secret, probablement croyant que personne ne remarquerait. Et il l'avait planté dans la bibliothèque dans l'espoir que cela élèverait l'institution et inévitablement son propre nom. Mais quelqu'un avait remarqué, et quelqu'un en avait payé le prix. Tout s'assembla avec une clarté tranquille et glaciale. Monsieur Green, un historien amateur frustré par le rejet, avait pris sur lui de rehausser la valeur de la bibliothèque, une contrefaçon, placée habilement dans la salle des livres rares, apparaîtrait comme un trésor retrouvé, digne de subvention, boostant la réputation et lié à jamais au village et, par association, à Green lui-même. Mais Harold Pritchard avait découvert la vérité. Il n'y eut aucun bruit, à l'exception du crépitement du feu dans l'âtre. Puis Green parla. « Je voulais seulement détruire le mensonge, dit-il, pas l'homme. » Miss Marple ferma brièvement les yeux. « Mais le mensonge, dit-elle doucement, brûlait déjà, dès le moment où vous l'avez écrit. » La voix de Miss Marple s'adoucit, mais le poids de ses mots ne faiblit pas. J'imagine que M. Pritchard est retourné à la bibliothèque tard dans la nuit pour répéter ses remarques, peut-être même pour récupérer le manuscrit ou sa lettre, et vous, M. Green, étiez déjà là, vidant le coffre, enlevant toute trace de votre erreur. Elle se tourna doucement vers lui. Quand il vous a surpris, il a dû y avoir un moment terrible, une montée de honte, de panique, la peur que tout ce pourquoi vous avez travaillé s'effondre. Green ne dit rien. Ses yeux restaient fixés sur l'âtre. Vous avez disputé, et quand il a essayé de vous arrêter, peut-être en vous saisissant le bras ou en cherchant les papiers, vous l'avez frappé, pas dans une rage, mais par désespoir, assez pour le faire reculer, assez pour le faire tomber. Miss Marple marqua une pause. Peut-être qu'il n'était que sonné. Peut-être, dans la brume de la fumée et de la peur, pensiez-vous qu'il se remettrait? Ou peut-être étiez-vous trop absorbé par ce que vous aviez à cacher? Elle laissa le silence s'étirer avant d'ajouter, presque tristement. Mais au moment où vous avez allumé l'allumette, vous avez cessé d'être un homme cherchant à protéger son travail, et êtes devenu un homme cherchant à enterrer la vérité. Vous avez dit à l'agent Davis, dit Miss Marple doucement, que vous n'étiez pas allé près de la bibliothèque depuis des semaines. Green hocha la tête, désormais méfiant, comme s'il devinait déjà le piège avant qu'il ne se referme. « Mais je crains, continua-t-elle, qu'il y ait eu un petit oubli, une tache de cendre dans le coin de vos registres du Conseil, précisément sur le registre des subventions que vous avez apporté au presbytère 2 jours après l'incendie. » Madame Talbot laissa échapper un petit cri. Lucie pâlit. Miss Marple sortit un document soigneusement plié de son sac à tricot. J'ai pris la liberté de l'emprunter brièvement. Les bords étaient propres jusqu'à récemment. Cette cendre ne venait pas d'un foyer trop fine, trop noire. Et surtout, elle correspondait exactement aux résidus encore incrustés dans les poignées en laiton du catalogue détruit de la bibliothèque. Elle posa la feuille sur la table avec un calme délibéré. Bien sûr, aucun feu n'a été allumé dans le bureau du Conseil durant cette période, et vous n'avez pas été près des décombres dans le cadre officiel. L'expression de Green vacilla. Ses mains, repliées sur ses genoux, frémirent légèrement. « Vous voyez, Monsieur Green, conclut Miss Marple, la cendre est comme la culpabilité. Elle persiste, peu importe combien on tente de l'effacer. » Pendant un long moment, M. Green ne dit rien. Ses épaules, si droites en entrant, semblaient maintenant s'affaisser sous un poids invisible. La pièce retint son souffle. Enfin, il parla. Sa voix n'était pas en colère, ni défensive, mais fatiguée.
Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, dit-il. Je n'ai jamais voulu de mal. Je voulais juste du respect. Il regarda autour de la pièce, Lucy, Mrs. Talbot, le pasteur, et enfin Miss Marple. J'en avais assez qu'on m'ignore, de travailler si dur et de ne rien laisser derrière moi. Ce manuscrit, c'était censé être le trésor de notre village, mon héritage. Il marqua une pause. Quand Pritchard a découvert la vérité, il m'a traité de fraudeur. Il a dit que j'avais transformé la bibliothèque en parodie. Il allait me ruiner. Alors j'ai tout pris, sa lettre, le manuscrit, et j'ai allumé le feu. Pas pour le tuer, juste pour arrêter que tout soit découvert. Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'il était encore à l'intérieur. Miss Marple acquiesça lentement, la douceur revenant sur son visage. « Aucun héritage, dit-elle doucement, ne vaut la vie d'un homme. » Et dans le silence vacillant du salon d'Émilie, la vérité, enfin, n'était plus cachée dans la fumée. Le matin, après la réunion chez Émilie, l'agent Davis arriva à la maison de M. Green avec un air de devoir solennel. Il n'y eut aucune agitation, aucune protestation. Green ouvrit la porte dans son veston de conseil, l'enleva avec une dignité silencieuse et le remit à l'agent avant que les menottes ne soient produites. Il marcha en silence jusqu'à la gendarmerie. Dans le village, les nouvelles circulèrent aussi vite qu'elles l'avaient toujours fait, portées sur le souffle entre les miches de pain à la boulangerie et à travers les paniers du maraîcher. « T'as entendu, Monsieur Green, un faussaire, ils disent. Imaginez ça. Pauvre Monsieur Pritchard, donc ce n'était pas un accident, après tout. Mais c'est l'explication calme de Miss Marple au pasteur qui calma plus que n'importe quel ragot. Il ne voulait pas le meurtre, dit-elle. Mais la vanité et la peur sont une paire dangereuse. En essayant de préserver son héritage, il a détruit la vie d'un autre. Monsieur Pritchard était un homme difficile, oui, mais il croyait en quelque chose que peu de gens défendent encore aujourd'hui, la vérité. Le pasteur hocha la tête, son expression grave. Et ainsi l'affaire fut conclue, non avec du drame, mais avec une sorte de soulagement. La vérité, longtemps obscurcie par les cendres et la honte, était enfin apparue. Mudge Comstock, pour tout son charme, ne l'oublierait pas de sitôt. Lors de la prochaine réunion du conseil paroissial, une note fut lue à haute voix par le révérend Mackey, portant l'écriture soignée de Miss Marple. Il n'y eut aucun bruit, à l'exception du crépitement du feu dans l'âtre. Puis Green parla. « Je voulais seulement détruire le mensonge, dit-il. Pas l'homme. » Miss Marple ferma brièvement les yeux. « Mais le mensonge, dit-elle doucement, brûlait déjà, dès le moment où vous l'avez écrit. » La voix de Miss Marple s'adoucit, mais le poids de ses mots ne faiblit pas. J'imagine que M. Pritchard est retourné à la bibliothèque tard dans la nuit pour répéter ses remarques, peut-être même pour récupérer le manuscrit ou sa lettre. Et vous, M. Green, étiez déjà là, vidant le coffre, enlevant toute trace de votre erreur. Elle se tourna doucement vers lui. Quand il vous a surpris, il a dû y avoir un moment terrible, une montée de honte, de panique, la peur que tout ce pourquoi vous avez travaillé s'effondre. Green ne dit rien. Ses yeux restaient fixés sur l'âtre. Vous avez disputé, et quand il a essayé de vous arrêter, peut-être en vous saisissant le bras ou en cherchant les papiers, vous l'avez frappé, pas dans une rage, mais par désespoir, assez pour le faire reculer, assez pour le faire tomber. Miss Marple marqua une pause. Peut-être qu'il n'était que sonné? Peut-être dans la brume de la fumée et de la peur, pensiez-vous qu'il se remettrait? Ou peut-être étiez-vous trop absorbé par ce que vous aviez à cacher? Elle laissa le silence s'étirer avant d'ajouter, presque tristement. Mais au moment où vous avez allumé l'allumette,
Vous avez cessé d'être un homme cherchant à protéger son travail et êtes devenu un homme cherchant à enterrer la vérité. Vous avez dit à l'agent Davis, dit Miss Marple doucement, que vous n'étiez pas allé près de la bibliothèque depuis des semaines. Green hocha la tête, désormais méfiant, comme s'il devinait déjà le piège avant qu'il ne se referme. « Mais je crains, continua-t-elle, qu'il y ait eu un petit oubli, une tache de cendre dans le coin de vos registres du Conseil, précisément sur le registre des subventions que vous avez apportées au presbytère 2 jours après l'incendie. » Madame Talbot laissa échapper un petit cri. Lucie pâlit. Miss Marple sortit un document, soigneusement plié de son sac à tricot. J'ai pris la liberté de l'emprunter brièvement. Les bords étaient propres jusqu'à récemment. Cette cendre ne venait pas d'un foyer trop fine, trop noire, et surtout, elle correspondait exactement aux résidus encore incrustés dans les poignées en laiton du catalogue détruit de la bibliothèque. Elle posa la feuille sur la table avec un calme délibéré. Bien sûr, aucun feu n'a été allumé dans le bureau du Conseil durant cette période, et vous n'avez pas été près des décombres dans le cadre officiel. L'expression de Green vacilla. Ses mains, repliées sur ses genoux, frémirent légèrement. « Vous voyez, Monsieur Green, conclut Miss Marple, la cendre est comme la culpabilité. Elle persiste, peu importe combien on tente de l'effacer. » Pendant un long moment, Monsieur Green ne dit rien. Ses épaules, si droites en entrant, semblaient maintenant s'affaisser sous un poids invisible. La pièce retint son souffle. Enfin, il parla. Sa voix n'était pas en colère, ni défensive, mais fatiguée. « Je ne voulais pas que ça se passe ainsi, » dit-il. « Je n'ai jamais voulu de mal. Je voulais juste du respect. » Il regarda autour de la pièce. Lucie, Mrs. Talbot, le pasteur, et enfin Miss Marple. « J'en avais assez qu'on m'ignore, de travailler si dur et de ne rien laisser derrière moi. Ce manuscrit, c'était censé être le trésor de notre village, mon héritage. » Il marqua une pause. « Quand Pritchard a découvert la vérité, il m'a traité de fraudeur. Il a dit que j'avais transformé la bibliothèque en parodie. Il allait me ruiner. Alors j'ai tout pris, sa lettre, le manuscrit, et j'ai allumé le feu. Pas pour le tuer, juste pour arrêter que tout soit découvert. » Sa voix se brisa. Je ne savais pas qu'il était encore à l'intérieur. Miss Marple acquiesça lentement, la douceur revenant sur son visage. « Aucun héritage, » dit-elle doucement, « ne vaut la vie d'un homme. » Et dans le silence vacillant du salon d'Émilie, la vérité, enfin, n'était plus cachée dans la fumée. Le matin après la réunion chez Émilie, l'agent Davis arriva à la maison de M. Green avec un air de devoir solennel. Il n'y eut aucune agitation, aucune protestation. Green ouvrit la porte dans son veston de conseil, l'enleva avec une dignité silencieuse et le remit à l'agent avant que les menottes ne soient produites. Il marcha en silence jusqu'à la gendarmerie. Dans le village, les nouvelles circulèrent aussi vite qu'elles l'avaient toujours fait, portées sur le souffle entre les miches de pain à la boulangerie et à travers les paniers du maraîcher. « T'as entendu, Monsieur Green? Un faussaire, ils disent. Imaginez ça. Pauvre Monsieur Pritchard, donc ce n'était pas un accident, après tout. » Mais c'est l'explication calme de Miss Marple au pasteur qui calma plus que n'importe quel ragot. « Il ne voulait pas le meurtre, » dit-elle. « Mais la vanité et la peur sont une paire dangereuse. En essayant de préserver son héritage, il a détruit la vie d'un autre. Monsieur Pritchard était un homme difficile, oui, mais il croyait en quelque chose que peu de gens défendent encore aujourd'hui, la vérité. » Le pasteur hocha la tête, son expression grave, et ainsi l'affaire fut conclue. Non avec du drame, mais avec une sorte de soulagement.
La vérité, longtemps obscurcie par les cendres et la honte, était enfin apparue. Mudge Comstock, pour tout son charme, ne l'oublierait pas de sitôt. Lors de la prochaine réunion du conseil paroissial, une note fut lue à haute voix par le révérend Mackey, portant l'écriture soignée de Miss Marple.